يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et de nous faire confiance. Comme tous les lundis, on se retrouve avec au sommaire dans l'événement les compétitions africaines, puisqu'on y est de semaine en semaine, on avance. C'est dans la dernière ligne droite, la JSK en ballottage favorable pour une qualification en quart de finale. Le CRB jouera sa finale ce vendredi contre le Zamalek. En Coupe de la Confédération africaine de football, c'est l'USMA d'Alger qui connaît sa première défaite depuis l'entame de la compétition, battu par Galance 2-0. L'USMA reste tout de même à la deuxième place au classement et garde toutes ses chances de qualification. Des hauts et des bas consacrés à une nation, le Sénégal. C'est le modèle africain aujourd'hui. 4 titres remportés par les Sénégalais. Et puis on parlera également de la Coupe arabe qui débute pour notre représentant, la JS Saoura. Aujourd'hui, on reçoit Mohamed Mihoubi, entraîneur. Mohamed, bonsoir. On vous a déjà reçu, ça nous fait plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Merci. Merci d'être avec nous. Sid Ahmed Khadis, bonsoir. Bonsoir, Mamar. On va aller sur la compétition africaine. On a de grandes chances d'avoir 2 clubs en compétition africaine, en Champions League, notamment la plus prestigieuse des compétitions. Effectivement, aujourd'hui, les équipes jouent leur chance à fond. Ils sont classés deuxième les deux. À partir de là, ils vont négocier surtout le prochain match avec une bonne... C'est un tournant la 5e journée. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est un tournant pour tout le monde. Si on gagne, on l'a déjà un pas et demi vers la demi-finale, vers le quart de finale. C'est l'événement de Stade 24. On le disait, 2 de nos représentants en compétition africaine, en Champions League africaine, le CRB et la JS Kabylie. La JSK qui a gagné son dernier match, 2-1, une équipe de la JSK qui a montré du caractère sur cette rencontre face à Vita Club. Ouais, c'était pas facile. Mener au score et revenir et gagner. Ouais, c'était pas facile. En plus, tout s'est passé en l'espace de 20 minutes. Ils étaient menés 1-0 sur une erreur mauvaise appréciation de la part du gardien de but. Et ça après un angle vraiment très dur. Et ça a été l'ouverture du score contre toute attente, ou au moment où le GSK essayait d'ouvrir le score. Tout le monde pensait que c'était cuit pour la GSK, mais ils ont montré qu'ils étaient bien préparés, surtout sur le plan mental. Où ils n'avaient rien à perdre, tout à gagner. Ils ont réussi à égaliser et à marquer un deuxième but. Ça, c'est la physionomie du match. Mais moi, je vais rester sur le caractère de cette équipe. En parlant de caractère, moi je dirais que la JSK a gagné doublement. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, il y a le résultat, c'est-à-dire qu'ils renversent la rencontre en 20 minutes, mais aussi la révolte des jeunes. C'est-à-dire que ces jeunes-là, à qui on a fait confiance en l'absence de certains cadres, sont rentrés et ont apporté le plus escompté. Quand on voit Boualia, Neshat, Nate Salem, l'auteur du but. Donc c'est des joueurs qui ont répondu présent au moment opportun et au moment voulu et qui ont donné ce plus à cette équipe de la JSK qui était en difficulté sur ce match. 2 rencontres de nos représentants, la JS Kabylie et également le CRB, c'est signé Salah Faisal. Pour le compte de la 4e journée de la phase de la Champions League africaine, la JS Kabylie est revenue de loin au stade 5 juillet face à l'AS Vita Club en s'imposant 2-1 dans les dernières minutes de jeu. La première mi-temps n'annonçait rien de bon avec beaucoup de déchets techniques, notamment face au but. En seconde période, les Canaries ont été accueillis à froid par un coup franc lointain surpuissant. Chakay n'a laissé aucune chance au gardien Medjadel. On jouait la 55e minute. L'AS Vita Club prend l'avantage. Les changements de Hamdi vont être bénéfiques suite au joli centre du nouvel entrant Boualia. Le défenseur Benzaïd égalise d'une reprise de volée du pied gauche.
C'est tout un stade qui recommence à y croire et à pousser ses joueurs. Boumchla dévie intelligemment la balle pour le jeune attaquant Nate Selm. Ce dernier ne tremble pas face au but et aligne le gardien d'une belle frappe enroulée. La GSK, deuxième au classement, aura l'occasion d'assurer sa qualification en quart de finale la semaine prochaine en recevant le club de Petro Luanda. Au stade du 19 mai 1956 d'El-Naba, le CRB est venu à bout d'El Marir du Soudan. Le Shabab domine les débats en ce début de match et trouvera la faille après un joli mouvement initié par Iwala à la demi-heure de jeu. C'est le petit lutin Mohamed Islam Belkhir qui met dans le vent un défenseur avant d'ajuster le gardien du plat du pied droit. Ça sera l'unique but du match. Les Soudanais ont failli revenir en fin de match, mais le portier Belouzdadi était vigilant. Il détourne en corner. Bekir, de son côté, ratera l'occasion de creuser l'écart en fin de match. Sa frappe est trop croisée. Le CRB fait l'essentiel. Il restera une finale à jouer face aux Zamalek pour se qualifier. En Coupe de la CAF, l'USM Alger, méconnaissable et enchaînant les erreurs, s'est incliné 2-0 contre Marumo Gallant à Johannesburg. Les rouges et noirs se font piéger d'entrée suite à un mauvais alignement défensif. Benbout est déjà battu, on joue la 6e minute. Les Sud-Africains ont aggravé la marque à la 76e minute par Kwapeng à l'issue d'un gag défensif entre le gardien Benbout et le défenseur Lucif. Les Smiths sont passés à côté de leur match, ce fut un naufrage collectif. L'USM Alger était dans un jour sans et Maramou prend la tête du groupe. Voilà, on a eu le film de nos 3 représentants, Champions League et Coupe de la Confédération africaine de football. La JSK, on en a parlé, menée au score, des occasions ratées, ils auraient pu être dans le doute, mais là, ils ont eu une bonne réaction sur cette compétition africaine. Oui, une bonne réaction, à savoir, est-ce que ça a été déjà travaillé ou les joueurs voulaient prouver. Je pense que c'est le vouloir également des joueurs. Oui, le vouloir des joueurs. Il y a cette envie poussée par le public. L'envie poussée par le public et ensuite, ils n'avaient rien à perdre, ces jeunes. Au contraire, tout a gagné. Aujourd'hui, la GSK, elle est passée par une période très délicate. Elle est sur une période délicate. Elle l'est encore. Elle traverse. Et ces jeunes-là sont en train de démontrer qu'ils peuvent compter sur eux. Mais sur un match, c'est vrai, mais est-ce que c'est possible sur... Justement, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains se posaient des questions quant à l'effectif et à la profondeur de banc de cette équipe de la JSK. Aujourd'hui, ces jeunes ont donné satisfaction. C'est-à-dire un match. Oui, sur un match, mais il y a de la qualité, on le sent. Comme un joueur comme Neshat, que j'avais déjà vu jouer, pour moi, ce n'était pas normal qu'il ne joue pas à la JSK, dans un poste où il y avait Sharaïteya, d'autres joueurs qui étaient un peu en dessous. Donc on donne la chance à ce jeune, Neshat, qui prouve encore une fois qu'on peut compter sur lui. Donc aujourd'hui, ce qui est bien sur ce match-là, c'est que c'est une victoire qui va donner plus d'impact et va booster ces joueurs à se produire et à réaliser d'autres bons résultats en championnat surtout, parce qu'aujourd'hui, s'ils gagnent le prochain match, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Donc, on mettra de côté la Champions League. Ils jouent, je le rappelle. Oui, face à Petro Luanda. Ouais. Donc, on mettra de côté la Champions League. On se dit, ça, c'est fait. Maintenant, le plus important, c'est de se consacrer au championnat et d'essayer de sauver le club. Merci, la transition est toute faite. Je vous pose la question. Vous êtes entraîneur. Il y a 2 compétitions. Ils occupent l'avant-dernière place au classement dans le championnat de Ligue 1 avec exactement 14 points. 3 points de retard sur le Parado Athletic Club avec le même nombre de matchs disputés. Ils vont en principe, mais c'est pas facile, c'est pas jouer contre le Petro Atlético, il faudra les battre. Alors la question, est-ce qu'à un moment donné, il faudra choisir entre les 2 compétitions ou bien vous dites non, la Champions League, ça aère l'esprit, ça donne les joueurs, c'est une autre compétition et ça peut leur donner de la force pour le championnat. Qu'est-ce que vous dites? Ou bien faire l'impasse ou jouer à fond les 2? Bon, le championnat, ils sont obligés. La Champions Moi, je pense que c'est jouer à fond les 2. Parce que grâce à cette... Ne pas sacrifier la Champions League. Non, du tout. Grâce à cette compétition africaine, ces jeunes sont en train de démontrer qu'on peut compter sur eux. Ça leur donne de la confiance? Ça leur donne de la confiance, ils gagnent de l'expérience, et ils peuvent faire un miracle dans le championnat. C'est vrai qu'ils sont à de longueur... À domicile, dernier match, non, ils ont fait 0-0 contre l'ASO et match nul contre le CSC. Donc quand vous ne gagnez pas, vous faites match nul, vous n'avancez pas. C'est pour ça. Quand vous faites match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat. Un bon point de prix, mais à domicile, c'est... À domicile, au contraire, c'est perdre. Quand on perd contre 2 points, c'est un adversaire direct au maintien. Oui, mais il y a aussi ce côté.
peut-être d'inexpérience des joueurs, surtout face à un match où l'équipe était, leur adversaire était bien regroupé. Ils ont fait le jeu qu'il fallait faire pour gagner le point nul à Tizi. Et peut-être que grâce à ce match de Coupe d'Afrique sur un beau terrain du 5 juillet par rapport à Tizi Ouzou, pas par rapport à Annaba ou à Balaré, mais... Non, c'est Annaba. Non, mais la pelouse, ce Le n'est beau pas la terrain, même. c'est Annaba. Non, par rapport à ces deux terrains. Par rapport à la pelouse. Ouais. Par C'est rapport à une la pelouse synthétique et là, c'est du gazon. C'est du gazon. C'est pas la même chose. Donc, ils ont retrouvé leur façon de jouer et comment ouvrir cette défense africaine qui était bien regroupée aussi. Je le dis, le Vita Club sur le match aller, moi je dis que la JSK aurait pu se qualifier dès le dernier match. Parce que quand ils ont joué à l'aller, le match aller, ils ont raté un nombre d'occasions, c'est inimaginable. Je terminerai par cette question concernant la JSK. Avant, on va retrouver Miloud Hamdi. On va retrouver Miloud Hamdi sur le match et je reviendrai à cette question concernant la JSK et l'absence des 5 joueurs. C'est très très difficile de jouer Vita Club en ce moment parce que nous, on a joué il n'y a pas longtemps contre le CSC. On a laissé beaucoup d'énergie. J'étais inquiet par rapport à la fraîcheur des joueurs. C'est un match de Ligue des Champions qui laisse aussi beaucoup de traces. J'avais expliqué avec mon staff aux joueurs que c'était les portes d'un possible quart de finale qui s'ouvraient si au cas où on gagnait ce match. Vu le résultat précédent entre le Wydad et Petro. Aujourd'hui, le sentiment, c'est un sentiment de fierté par rapport à mes joueurs. Ils ont montré une grosse force mentale, malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir. Que ce soit en première mi-temps, où on a très très mal démarré ce match. Et heureusement qu'il y a la mi-temps, donc on a pu recadrer ensemble dans le vestiaire ce qui n'allait pas. On a rectifié le tir. Et une fois de plus, tout le mérite revient aux joueurs. C'est bien de souligner que tout le mérite revient aux joueurs, mais il est intéressant également de connaître l'appréciation de Miloud Hamdi, parce qu'avant le match, il y avait 5 joueurs qui étaient absents pour cette rencontre, pour diverses raisons, notamment des blessures. Les jeunes les ont remplacés. Alors, quel regard il porte sur la prestation des jeunes? La réponse de Miloud Hamdi. C'est des joueurs qui étaient dans mon collimateur, mais c'est des joueurs qui ont des qualités. Moi, je ne vais pas parler de Boralia parce que lui, il est quasiment tout le temps avec nous. Après, un joueur comme Naïl Salem, c'est un joueur qu'il ne faut pas griller. Il ne faut pas le lancer n'importe comment, n'importe quand et contre n'importe qui. Aujourd'hui, il a fait la différence. Il marque ce joli but. Je suis très, très content pour lui. Ça inaugure de très belles choses pour l'avenir. Après, c'est des joueurs qui ont été très, très bien encadrés par les anciens, entre guillemets, de l'équipe. Et ils ont apporté ce vent de fraîcheur, cette innocence sur le terrain. Il n'y a pas de calcul. Et tant mieux, on ressort, comme vous l'avez dit, avec les 3 points de la victoire. Mais c'est, comme vous dites aussi, par rapport aux joueurs qui manquaient aujourd'hui, les blessés, c'est de ça que vous parliez tout à l'heure. Donc les joueurs ont montré, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de cœur, une grosse force mentale. Et voilà, c'est vraiment un sentiment de fierté pour mes joueurs. Je suis vraiment heureux pour eux. Les voir sourire dans le vestiaire, se prendre dans les bras, se féliciter. Et 3 points très très importants pour la suite. Mohamed Miahoubi, l'expérience qu'a Hamdi sur la Champions League africaine, rappelons qu'il a disputé une finale Champions League africaine avec l'USMA d'Alger, elle lui sert aujourd'hui, c'était sa première participation sur une compétition africaine. Ça sert, même si les conditions sont complètement différentes. Bon, sont complètement différentes, ça sert. C'est une expérience où il sait ce qu'il attend de la part de l'adversaire, surtout quand une équipe cherche à être regroupée derrière et sur ce plan-là. Et l'handicap du championnat, c'est qu'il joue sur un terrain, un ancien terrain malheureusement, petit, tartan. Ça facilite. Mais moi, quand vous me dites ça, je ne suis pas d'accord. Moi, les titres, la JSK les a gagnés sur ce terrain. Elle les a gagnés. Ses meilleurs résultats les a. Non, moi quand je dis. Ce n'est plus le même football. Les 10 dernières annes, la JSK a vécu dans la difficulté. Ce n'est plus le même football. La JSK d'autrefois, oui, la Jumbo Jet, c'était une équipe que tu enfermes ou enfermes pas, ils arrivent à marquer au minimum 3 buts chez eux. À part contre. Il faut avoir les joueurs pour. Donc, mais aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes qualités de joueurs, que ce soit à la GSK ou ailleurs.
À part la CRB Mais très bien, ils ne vont pas délocaliser l'équipe. Ils sont obligés de jouer de toute façon. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut appeler un chat par son nom. C'est que on a fait beaucoup de retard par rapport aux infrastructures. On a avancé juste. Il va y avoir un nouveau stade. Il va y avoir le nouveau stade. Il va y avoir un nouveau stade. Il va y avoir un autre football. Oui. Il va y avoir une autre formation. Il va y avoir d'autres qualités de joueurs. Il va y avoir d'autres conceptions pour les entraîneurs. Comment trouver les solutions. Très bien. Moi, je reviens à la question. Vous dites ça aide ? Ça aide. Très bien. Je terminerai par cette question. Il a dit les joueurs qui se prenaient dans les bras, les sourires qui reviennent, des jeunes qui ont saisi leur chance sur un match. Est-ce que vous pensez que c'est possible sur la durée ? Il dit il ne faut pas les griller. Il faut pas les griller. C'est important ce qu'il dit. Parce que, vous savez, quand un jeune a du talent, peu importe le moment où il rentre, on le sent. La patte est là, elle est visible. Dès qu'il fait un contrôle de balle, dès qu'il fait une passe, une conduite, on sait que c'est un joueur qui a du talent. Après, le plus important, c'est de savoir comment l'exploiter. Et il le dit très bien, Miloud Hamdi, ça va être à dose homéopathique, dans des matchs où il aura besoin de ses joueurs. C'est pas parce qu'il a marqué le but... Parce qu'on a tendance à s'enflammer. Exact. C'est pas parce qu'il a marqué le but victorieux face à l'AS Vita Club qu'il va être titulaire la semaine d'après. C'est un jeune, il fait son apprentissage. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes, quand ils ont du talent, on le voit tout de suite et il va falloir s'appuyer sur ça et se dire, ce joueur a beaucoup de talent et ces qualités-là, il va falloir les exploiter comme il se doit. Et c'est à l'entraîneur de le faire. Très bien. J'enchaîne sur le deuxième représentant, le CRB, qui a battu le Merrikh 1-0. L'essentiel a été fait, 3 points de la victoire. Le CRB jouera sa finale ce vendredi contre le Zamalek, c'est sa finale. Parce que s'ils battent le Zamalek et dans la condition, il y a une autre condition. Oui. C'est que dans le même temps, il y a un nul, par exemple, ou une victoire de l'Espérance. Face à l'Espérance. Un nul ou une victoire de l'Espérance, le CRB est qualifié. Et ce qu'on souhaite, on souhaite cette... Et ils reviennent au 5 juillet. Ouais. Oui, mais le CRB aujourd'hui a de la qualité. Très bien, a de la qualité, mais je suis désolé, ils ont bien perdu contre l'Espérance. Oui, ils ont perdu contre l'Espérance face à une équipe qui joue très bien à l'extérieur. L'Espérance joue mal chez eux. Ça fait des années. Hein. Oui, mais la grosse difficulté pour le CRB, moi je le dis encore une fois, c'est son attaque. Oui. C'est-à-dire ils ont raté le mercato. Ils ont raté le mercato d'hiver, donc ils se retrouvent. Wamba qui fait son apprentissage, Iwala qui est sur courant alternatif, il alterne le bon et le moins bon. Ouais. Belkhir qui, il est également de faire son apprentissage sur la compétition africaine. C'est le gros problème parce que vous avez un bon milieu de terrain, vous avez une bonne défense, mais en revanche, l'attaque, c'est une grosse difficulté. Vous avez un bon gardien. Merci de le préciser. Pourquoi je vous dis ça ? Si vous regardez le match de l'Espérance, ils se créent, je ne sais pas combien d'occasions ils ne marquent pas, ils en ont une seule, l'Espérance, et ils marquent. Ouais. Le contre El Merrikh, ils ont 4 occasions de but, ils n'arrivent qu'à mettre un seul but. Donc c'est pour. Mais quand on arrive avec un seul attaquant, on ne peut pas marquer. Non, il faut créer la supériorité numérique. Voilà. Aujourd'hui, le football moderne, et on voit dans tout le monde, partout mais ça, on le sait. Mais quand vous regardez, moi je regarde le contenu des matchs. Franchement, Mamara, personnellement, je suis d'accord, oui, avec ce que dit Mohamed, mais dans le même temps, ce n'est pas que l'attaquant, que cet avant-centre. C'est toute l'animation offensive. Il manque un animateur. Oui, bien sûr. Il manque un animateur. Et souvent, les attaquants du CRB ou les milieux qui se projettent, quand ils sont face au but, il y a quelque chose qui manque. La finition. Non, mais ce qui leur fait défaut, c'est ce geste juste. Regardez Bekir, il s'ouvre le chemin des buts. Ouais, il suffit de la mettre dans l'intervalle. Il y aurait eu d'autres joueurs qui plongeaient de l'autre côté, il aurait donné une passe au lieu de tirer au but. Mais il avait la possibilité. Il y avait un seul. Et quand on voit les matchs dans tous les pays du monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, même chez nos voisins, les joueurs ils arrivent minimum 3-4 joueurs créer la supériorité. Dans le box. Voilà. Et c'est ça le problème de CRB. Donc, dans la dernière ligne, ils n'arrivent pas avec cette force. Il manque cette lucidité devant le but. Très bien. C'est tout ce qui manque. Parce que la défaite de l'Espérance et la victoire du Zamalek ça a redistribué les cartes dans le groupe. Le Zamalek vient également pour disputer sa finale. Clairement. Mais après, 5 fois vainqueur de la Champions League. Il va falloir les battre. C'est toute la difficulté pour le CRB. Parce que, attention, quand on va jouer en Égypte face au Zamalek, ce n'est pas la même configuration que de jouer à domicile. Et personnellement, vous l'avez cité tout à l'heure, Mahamar, je parlerai du stade. Le choix du stade, franchement, en voyant le CRB jouer à Annaba, c'est un pur plaisir. C'est la meilleure pelouse algérienne aujourd'hui. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est par rapport à la pression du public qu'on est revenu au stade du 5 juillet ? Mais pourquoi avoir fait cette demande ? Alors,
peut-être. Alors, comme Franchement, je comprends pas. La lecture que je fais, c'est contre le El Merrikh. Ils vont à Annaba parce qu'ils se disent bon, enfin, l'équipe. Il faut jouer. Il faut jouer. Ouais. Et c'est une superbe pelouse. En revanche, contre le Zamalek, il va falloir fermer le jeu. Voilà, c'est fermer le jeu. C'est une pelouse pour jouer pourrir la vie à l'adversaire. Ouais. C'est un petit peu ça l'idée directrice, hein. Parce que également le Zamalek joue bien. Oui, joue bien. Très bien. Ils ont Il n'y a de la qu'à voir leur qualité. dernier match face à l'Espérance. Sur ce type de pelouse, ça peut les mettre en difficulté. C'est-à-dire, moi je le dis comme je le pense. Hein. Mais on attention, la joue petit bras. Petit joueur. Mais attention, Marmar, est-ce que vous avez vu le match de l'Espérance face aux Zamalek? Oui, je l'ai vu. La pelouse était catastrophique. Ça ne les a pas empêchés de mettre 3 buts. Donc c'est pour ça que je dis, il va falloir faire attention à cette équipe. Non, il faut faire attention à cette équipe. Mais le CRB a toutes ces... pour le moment, ils ont leur avenir entre les pieds. Entre les pieds. Hein. Non, leur avenir, en plus, ils ont cette chance et cette qualité où ils peuvent minimum décrocher un match nul face aux Zamalek. Un match nul compliquerait la vie. Oui, il faut gagner. Un minimum. Je dis un minimum, mais moi je trouve que la façon comment animer et comment jouer et comment gérer le match. La gestion du match, elle est très importante face aux Zamalek. Déjà, il faut gagner le deuxième ballon, il faut le gagner. Si on gagne le deuxième ballon face à cette équipe, on les a vus. Ils sont déjà en difficulté. Que ce soit face aux Tunisiens, que ce soit au premier match face au CRB. À chaque fois que le Zamalek perd le deuxième, s'il gagne le deuxième ballon, c'est une équipe qui va trop vite et qui anime vite vers l'avant. Très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que le CRB, la bonne nouvelle, ils arrivent à se créer des occasions. Ça, c'est le plus important. Maintenant, on reste à concrétiser. On va terminer avec l'USMA d'Alger. Alors, on a vu une séquence, notamment le deuxième but sur la Coupe de la CAF. C'est leur première défaite, mais sur le deuxième but, ils n'y sont pas, ils laissent le gardien tout seul. Même sur le premier. Il est livré à lui-même, le gardien. L'alignement, il est catastrophique. Il y a eu vraiment ces 2 buts offerts à Maroumo Galant sur ce match. D'ailleurs, Abdelhak Bencheikha le disait, c'est un non-match pour l'USMA et c'est le plus mauvais match depuis qu'il est à la tête de l'USMA. Clairement, il n'y était pas. Les joueurs usmistes, à la 5e minute de jeu, manque de concentration, il y a un joueur qui Ils ne sont pas rentrés dans le match. Pas du tout. Et même après, dans le contenu, à aucun moment il y a eu on va dire un sursaut pour essayer de revenir à la marque. Et quand on voit le deuxième but, c'est un but gag. L'OCF même le défenseur, il garde trop le ballon, il ne sait pas quoi en faire. Benbod qui le remet n'importe comment. Donc tout ça a fait que... C'est le match à oublier? Ah, clairement. Mais ils sont encore en course, pardon, Mohamed. Il y a aussi une mauvaise organisation défensive de la part du USMA, il faut le dire. Oui, mauvais alignement. Mauvais alignement. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est aligné à 5 ou à 7 joueurs sur la même ligne qu'on peut stopper l'adversaire. C'est où est le porteur du ballon, où il faut le chercher et comment gérer le derrière. C'est à partir de là. Mais l'USMA était vraiment sur la même ligne, ça a facilité sur 1-2 et ils se sont retrouvés face au but. Ouais, c'est tout. Messieurs, pour terminer avec les compétitions africaines, on est en ballottage favorable, on pourrait avoir 3 clubs en quart de finale. Oui. 3 clubs. 2 sur la Champions League. C'est pour ça que je dis l'USMA est toujours en course. Même s'ils ont juste perdu la tête du groupe. Mais après, ils ont toutes leurs chances. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'USMA va se Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de terminer à la première place? Clairement. C'est ça, c'est pour ça. Oui, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de se qualifier. Après, si on veut aller au bout, il faut battre tout le monde. Mais le plus important, c'est qu'ils vont jouer encore un match à l'extérieur. Ça va être compliqué. Et recevoir la dernière journée. Contrairement à nos 2 autres clubs engagés en Champions League, à l'extérieur, où ils vont jouer leur destin ici à Alger, où ils sortent pour la dernière journée. Voilà. Messieurs, juste on va terminer sur la Champions League. La grosse surprise, c'est le Ahly, battu par Mamelodi Sundowns. Le Ahly qui va pas se qualifier. Hein. Oui. Il ne va pas se qualifier, éliminé en phase de poule. Parce qu'il faudrait un miracle pour le Ahly. Hein. Le Hilal Omdurman qui est dans le groupe du Ahly. Il y a Coton Sport également. Coton Sport, 0 points. Le Hilal en ballottage favorable. Ils n'ont besoin que d'un seul point pour se qualifier, le Hilal Omdurman. Mais il fallait voir, j'ai suivi la rencontre. Franchement, 5-2, ça aurait pu être un 6-7-2, 8-2 même. Géant d'Afrique. Ah oui, ils ont été malmenés par cette équipe de Sundowns. À tous les niveaux. Sur toute la compétition. Toute la compétition. Franchement, ils étaient méconnaissables. Ils sont vraiment dans une phase très compliquée, même en championnat, où ils ont l'habitude de dérouler. Là, on le voit clairement. C'est une équipe qui est en difficulté. Je ne sais pas, est-ce que c'est un groupe en fin de cycle où il y a un On est sur une fin de cycle?
Je pense, parce qu'il y a certains joueurs qui sont là depuis un bout de temps. Il y a eu la bonne entrée de Kandousi, même si c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt sur ce match-là. Même s'il y a eu bonne entrée, moi je parle de l'équipe globalement. Oui, en général. C'est pour ça que je dis ils sont vraiment en difficulté. C'est la grosse surprise pour cette édition. Il n'y avait pas du courage de la part de l'entraîneur de Ahly. Au deuxième but, moi je fais changer le gardien de but. Il a fait 2 boudes. Il a fait 2 erreurs, 2 grandes erreurs, il n'était pas dans le match. Il a fait mais si vous le sortez, vous le bousillez mentalement aussi. Et il a fait sortir ses joueurs du match. Et les joueurs ne savaient plus quoi faire sur le terrain. Ils étaient perdus, ils étaient bouffés par une équipe très physique, un public incroyable derrière leur équipe. Et une deuxième balle, ils les ont perdus à 90%. Et quand une équipe perd... si vous n'êtes pas sur le deuxième ballon, c'est fini. Si on n'est pas sur le deuxième ballon, on est fini. Primo, et le gardien n'était pas dans son jour. Et il n'était pas dans son jour, il fallait prendre cette décision, cette force de faire changer le gardien de but. On risque d'assister à une édition où il pourrait y avoir des surprises. Ça, on attendra pour voir, mais ce qui est sûr, c'est la première grosse information, le Ahly du Caire ne sera pas en quart de finale. Voilà pour la Champions League, pour les compétitions africaines. Allez, on enchaîne sur des hauts et des bas. Des hauts et des bas avec une nation, le Sénégal, sur le toit de l'Afrique. Les Sénégalais gagnent tout. Ça, c'est aujourd'hui le modèle africain. Tenez-vous bien, champion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec qui remporte le trophée. Les Sénégalais, finalistes en 2019, battus par l'Algérie. Le CHAN, vous l'avez vécu, vainqueur au pénalty en Algérie. En soccer, beach soccer, ils gagnent la compétition. Et chez les U20 en Égypte, ils sont champions d'Afrique. C'est le modèle aujourd'hui, le Sénégal. C'est la référence sur le continent. C'est pas sorcier, c'est le travail. C'est pas sorcier, c'est le travail. C'est la bonne détection. Le meilleur jeune... Quand vous dites c'est le travail, ouais. Moi je vais vous dire, c'est la politique qui est mise en place par la Fédération sénégalaise de football qui aujourd'hui, eh bien, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Moi je me souviens... ce qu'on appelait à l'époque les Sénégalais d'Europe ou de France. Ouais. Rappelez-vous, la génération Jules Bocandé qui ne gagnait rien, absolument rien. Ils arrivaient à la génération également, dont le nom m'échappe, d'Aliou Cissé, de Hadji Diouf. La génération 2002. Qui n'a rien gagné, absolument. Il y a eu également des trous d'air. Et puis après, ils ont reconstruit, ils sont repartis en misant sur une politique de formation locale. Il n'y a pas une équipe dans le monde, que ce soit africaine ou que ce soit européenne, qui adorent faire la fête. Les Écossais et les Sénégalais, ils sont connus pour ça. Aujourd'hui, ils ont réglé ce problème, les Sénégalais, que le joueur doit être concentré sur son travail, sur ses matchs. Ils ont enlevé le plus grand problème où il l'avait. C'est pour ça que la génération de Bocandé, la génération de Diouf n'arrivait pas à décrocher des titres. Et c'est des joueurs qui faisaient beaucoup de fêtes. Et qui, à la veille d'un match, ils étaient en boîte, ils étaient. Donc, aujourd'hui, ils ont géré ce côté négatif. Sur le côté technique, ils ont réussi côté gestion. Je vous donne le nombre de centres de clubs qui ont misé sur la formation. Ouais. Génération Foot, Diamba, sans compter le nombre d'académies, centres fédéraux. Très bien. Beaucoup. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une politique, c'est pas le fruit du hasard. C'est une politique, c'est pas un hasard. Et aujourd'hui, toutes les équipes formatrices prennent les meilleurs joueurs au niveau de la détection. Ils l'ont dit qu'au départ, il y avait le fils de X, le fils de Y. Donc, ou bien le fils d'une personne qui avait des moyens pour pouvoir que son fils joue ou ses enfants jouent. Donc aujourd'hui, le football est pour les footballeurs, pour les jeunes footballeurs, pour les jeunes qui peuvent émerger et qui peuvent réussir. Eh ben, très bien. Il est avec nous en direct à partir du Sénégal. C'est il est à Paris. Bon, c'est pas grave. Mansour Loum est à Paris. Mansour, bonsoir. Journaliste, je rappelle, il était avec nous sur le plateau. Mansour, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le plateau. Merci une nouvelle fois, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous étiez avec nous pendant le CHAN. Alors, question, Mansour, comment expliquer le Sénégal, c'est le modèle africain aujourd'hui ? Alors, on peut le dire dans une certaine façon, parce que forcément, quand on gagne, on sert de modèle de référence. Mais c'est vrai que ces victoires, elles sont pas le fruit du hasard, et c'est le fruit
d'un travail qui a commencé il y a un petit moment maintenant et qui porte ses fruits. Et voilà, c'est pendant longtemps justement, vous le rappeliez en plateau, on a eu des équipes qui n'ont pas beaucoup gagné. Elles avaient peut-être du talent, un peu moins de sérieux, et forcément ça n'allait pas au bout. Mais depuis quelques temps, voilà, on a vu que ça s'est mis en place, même malgré la finale de la CAN 2019 perdue contre l'Algérie, justement, l'équipe est quand même revenue 2 ans plus tard. Et là, maintenant, il y a une émulation collective qui est mise en place, que ce soit avec l'équipe A, l'équipe locale, l'équipe U20. On va parler aussi de la CAN U17, parce que les U17 aussi vont arriver. Il y aura la CAN U23. C'est au mois d'avril. Exactement. Donc, il y a une émulation collective. Donc, Ils sont dans le groupe de l'Algérie. Voilà, donc et vous verrez qu'ils sont très bons si je vous l'annonce. Donc oui, c'est le fruit du travail et le travail porte toujours ses fruits. Des fois, il faut du temps parce que la formation, ça prend du temps. Il faut pas vouloir aller trop vite ni brûler les étapes, mais voilà, c'est vraiment le fruit du travail. Juste encore une question, et c'est Ahmed Reddy sera avec vous. Le travail, d'accord, mais dans le même temps, il y a eu des échecs. L'entraîneur Aliou Cissé, à l'époque, je prends l'équipe A parce que bon, c'est celle qui a la plus grande exposition médiatique, est resté à son poste, critiqué par ses anciens coéquipiers, critiqué au Sénégal par la presse, mais le cap a été maintenu, il est resté en place. Le président est resté en place. Donc, est-ce que cette stabilité également ne serait pas l'une des raisons du succès du Sénégal ? Ça aide forcément parce que c'est vrai qu'après la CAN 2019 perdue, tout le monde voulait le départ d'Aliou Cissé, donc au niveau fédéral, pour le conserver, ça a été dur. Franchement, ils ont résisté parce que même le ministre des Sports de l'époque était plutôt partant pour son limogeage. Donc, le bureau fédéral a eu en tout cas la bonne idée de le garder parce qu'on voit maintenant ce qui s'ensuit derrière. Et oui, c'est vrai que c'était pas simple. C'était pas simple pour Aliou Cissé. C'était pas simple aussi pour Augustin Senghor parce que son dernier mandat, il a été pas mal décrit aussi. Il a été finalement réélu face à une vive concurrence. Et je pense aussi que ça a beaucoup joué parce que c'est l'une des premières fois sur toute sa mandature, il a été vraiment, on va dire, concurrencé, mis face à un adversaire justement qui est le président de Génération Foot, Madi Touré, qui avait vraiment beaucoup de soutien. Et c'est passé encore une fois, mais je pense que justement, cette victoire a servi à lui montrer que maintenant, il fallait vraiment qu'il remette certaines choses en place pour pouvoir enfin avoir les résultats escomptés, parce que forcément, cette mandature allait peut-être être la dernière pour lui s'il n'avait pas des titres au bout. C'est Ahmed Reddy. Bonsoir Mansour. Bonsoir. Alors moi, j'aurais 2 petites questions. Déjà, on le sait, le quadruplé est historique. C'est fantastique ce que est en train de réaliser le Sénégal. À leur tête, la fédération. Bien sûr, le travail qui est fait en amont. Pour moi, le véritable succès, beaucoup ne le savent pas peut-être, mais cette équipe U20 est allée 3 fois en finale et a perdu 3 finales avant de pouvoir remporter ce titre. Mais au-delà de ça, il y a un homme qui ressort, vous en avez parlé, c'est Augustin Senghor. Est-ce que pour vous, c'est lui qui incarne vraiment le renouveau de toutes ces générations sénégalaises, en sachant aussi qu'il y a une équipe féminine qui a été dernièrement jouer les barrages pour la Coupe d'Afrique? Après, forcément, quand on parle actuellement de la Fédération sénégalaise de football, on est obligé de parler d'Augustin Senghor parce qu'il a une longévité quand même qui est énorme. Et vous le rappelez, forcément, quand on a une telle longévité, c'est aussi un gage de stabilité. Après, moi, j'aimerais aussi souligner le travail des coachs qui sont aussi des formateurs parce que vous l'avez dit, sur les 3 fois en finale. Et d'ailleurs, ce sont 3 coachs différents qui sont allés en finale. Ça montre aussi qu'il y a un véritable vivier de techniciens locaux au Sénégal, des gens qui sont vraiment là dans la formation au quotidien et dans le travail du football à la base. Et ça aussi, c'est très, très important. Et Augustin Senghor, par contre, là où il faut lui tirer son chapeau, c'est qu'il a réussi quand même à avoir une sorte de staff de techniciens assez compétents pour... c'est vrai qu'un temps, la DTN a été un petit peu critiquée, mais si, en tout cas, le DTN en question lui était critiqué, autour de lui, il y avait des gens vraiment compétents qui faisaient le travail parce que aller 3 fois en finale de la CAN des moins de 20 ans, c'est pas rien. Le Sénégal aussi était souvent régulièrement présent lors des tournois UFOA. Et donc, de toute façon, il savait que tôt ou tard, le déclic allait se produire. Quand? C'était ça l'interrogation. Mais il savait que le déclic allait se produire. Et c'est vrai qu'actuellement, quand on voit que chez les U20, il y a une telle génération de joueurs, c'était sûr qu'ils allaient aller loin dans la compétition. Gagner, on ne sait jamais parce que le titre n'est jamais acquis, mais c'était sûr qu'ils allaient aller loin parce qu'il y avait vraiment une équipe, une ossature et un vrai projet de jeu derrière cette équipe. Mais pourquoi, je termine juste par la deuxième question, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a vraiment des images
qui sont là et assez significatives, je dirais. Quand on voit les générations, il y a Lamine Camara qui est allé dernièrement au FC Metz, il y a Papa Diallo. On a vu une image, personnellement, ça m'a marqué parce qu'ils étaient ensemble en U17, ils avaient remporté je ne sais quel titre, et là en U20, ils sont encore ensemble et ils prennent la même photo. Donc il y a une continuité dans le travail qui est assez importante. Et quand on voit le nombre de joueurs qui ont participé au CHAN ici en Algérie et qui ont été champions, par la suite, aller jouer encore une Coupe d'Afrique U20, c'est-à-dire qu'il y a une continuité et il y a vraiment une certaine pérennité dans le travail sénégalais aujourd'hui. Exactement, et c'est en fait cette continuité qu'il n'y avait pas pendant un petit moment au sein de la fédération. En fait, on avait l'impression qu'il y avait l'équipe A, l'équipe locale, l'équipe U20 et l'équipe U23, et qu'en fait, elles ne communiquaient pas entre elles. Chaque sélection avait son groupe de joueurs, et il n'y avait pas cette continuité. Mais c'est vrai que maintenant, on a remarqué que depuis à peu près, je dirais, ça remonte au moins à 3 bonnes années, sûr et certain, 3 bonnes années, qu'il y a vraiment une communication. Le sélectionneur des A communique beaucoup plus, échange avec le sélectionneur local, échange beaucoup plus avec le sélectionneur des U20 et des U23, et on voit justement des joueurs qui passent d'une catégorie à l'autre, qui a vraiment un réel suivi. Et du coup, c'est pas un hasard si ceux qui se retrouvaient en U17, il y a un certain noyau qui s'est retrouvé en U20, et on peut déjà l'annoncer, il y aura certains de ces U20 qui vont se retrouver avec les U23 pour les qualifications au JO. Il y a vraiment une continuité parce que maintenant, on a vraiment un staff technique et 4 sélectionneurs, même 5, pardon, qui travaillent de concert. Et c'est vraiment cette concertation qui fait qu'il y a ce suivi-là, cette continuité. Et donc, on voit vraiment des joueurs qui vont aller d'une classe à l'autre et justement qui ne seront pas perdus parce que malheureusement, par le passé, on a vu beaucoup de joueurs émerger en U20, après on ne retrouvait plus, on perdait leurs traces. Et maintenant, en fait, il y a un réel suivi. Et c'est aussi ça qui fait que chaque équipe a une certaine ossature. Dans chaque groupe, on retrouve 3, 4, 5 joueurs qui forment un noyau dur qu'on va retrouver d'une catégorie à l'autre. Je terminerai par cette question. Je me souviens du Sénégal qui s'appuyait sur le cadre étranger. Aujourd'hui, l'Afrique a ses cadres, elle a formé, et on voit dans les sélections, vous l'avez dit, le technicien local, le cadre local, le rôle de la direction technique nationale qui a donné le cap. Et on voit aujourd'hui, ça a été dur au début, multiplication des centres de formation, des clubs qui orientent leur politique vers la formation et la continuité, la pérennité dans le travail avec une direction technique nationale qui rayonne à travers tout le territoire, à travers les différents centres de formation, des centres fédéraux. Confiance aux cadres, formation des cadres et mise en place d'une politique de formation. C'est ça la clé de la réussite, si je devais résumer ? Oui, on pourrait le dire comme ça. Et puis après, bon, on va pas se mentir aussi, il y a un facteur chance. C'est pas... Il faut tomber aussi sur une bonne génération. Le facteur chance, il intervient, mais il faut provoquer également cette chance. Non, mais les entraîneurs aussi, Mansour, c'est génération 2002. Voilà, en fait, je veux dire, c'est comme quand on fait une cuisine, il faut vraiment qu'ils mettent les bons ingrédients. Et quand les bons ingrédients ils sont pas mis, mais forcément, à la fin, la recette, elle n'est pas bonne. Et c'est vrai que mais là, depuis 3 ans, vraiment, le Sénégal a mis les ingrédients et surtout les investissements. Parce que, par exemple, cette équipe U20 qui s'est imposée, elle n'a jamais fait autant de stages de préparation avant une compétition. C'était jamais fait. Avant, l'équipe, elle se retrouvait 15 jours avant une compétition et hop, ils allaient jouer un tournoi. Maintenant, c'est fini ça. Ils font des stages avant, ils font des matchs amicaux. Et donc, il y a vraiment un vécu. Et du coup, ce sont des joueurs qui emmagasinent aussi de l'expérience de ces compétitions-là avant d'aller justement dans des compétitions supérieures. Donc, c'est tout ça mis bout à bout qui font qu'actuellement, il y a le succès au bout. Mais c'est vrai qu'il faut réellement une politique. Il faut vraiment une vision. Et au niveau du Sénégal, on a certes d'abord les académies qui sont nombreuses au Sénégal. Par exemple, on prend sur la section des U20 là, ils viennent quand même de 11 académies. C'est pas rien, 11 académies pour toute cette équipe-là, c'est pas rien. Donc on a déjà les académies. Il y a ensuite eu la fédération qui s'est mis dessus pour essayer d'encadrer un petit peu plus. Et ensuite, le ministère des Sports, donc l'État aussi, qui a appuyé avec des moyens financiers. Et c'est toute cette chaîne qui finalement aboutit à ce résultat-là. Il faut vraiment que toutes les parties à un moment donné puissent s'asseoir et travailler de concert pour aboutir à ce type de résultat. Mansour Loum, merci d'avoir été avec nous en direct à partir de Paris. Bon vent aux Sénégalais et félicitations encore une fois pour le Sénégal. Et rendez-vous avec les U17. Les U17, au mois d'avril, vous serez à Alger. On se retrouvera, merci. Donc la conclusion, elle est simple. Je vous laisse tirer. Non, mais elle est simple. C'est que... simple quand on le dit comme ça. Non, elle est simple ce qu'il a dit. Il montre la volonté politique. Il a parlé de la volonté politique et la bonne gestion. Et la mise en place des centres de formation, des académies. La mise en place des académies. Il a parlé des éducateurs.
il n'a pas parlé d'entraîneur. Ouais. Les bons éducateurs. Donc, ils savent où est-ce qu'ils vont. Donc, c'est former des joueurs et ne pas chercher des titres avec leur club à l'africaine ou dans le championnat. Ils cherchent à former des générations. Ils l'ont réussi. Ça me fait rappeler le football de la Mannschaft, à une certaine époque où, avec un pays aussi froid, ils formaient et ils ont réussi aujourd'hui à donner un football allemand de très très haut niveau avec tous leurs clubs. Même si en Coupe du Monde, ça marche, ça marche moins bien. un peu moins. Même si en Coupe du Monde, ça marche moins bien. Non, mais pour les Allemands, ça marche vraiment moins bien. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est... Moi, ce que je voudrais retenir, ce qu'il disait, ce qu'il y a d'intéressant, allez-y. on en parlait avant l'émission, Ouais. il dit avant, pour préparer un événement, on se regroupait une seule fois Tout et à on fait. allait C'est ce que j'allais dire. à la compétition. Le plus important, c'est la préparation. La multiplication De stages. des Bien stages sûr. et des tournois. Pour arriver à un certain Pour niveau de arriver compétition. à un niveau. Et je reviens à une politique qui a porté ses fruits chez nous. On ne peut pas la mettre Ouais. pour l'équipe senior, pour les seniors, Mais pour les jeunes catégories. C'est les d'être- tournois. C'est d'être en stage permanent. Et les tournois internationaux. À travers les Qui académies. élèvent le niveau, Mammar. Il y a les tournois internationaux qui sont importants aussi. À mon époque, on jouait beau. D'ailleurs, Méhobé qui est présent ici. il a été votre entraîneur. Était notre entraîneur. Et on a joué. Personnellement, j'ai fait pas moins de 3 tournois internationaux. Et vraiment, le niveau, il est très élevé. Pour arriver en compétition continentale comme ça, c'est important d'être en stage. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il y a à retenir de ce qu'il a dit, c'est la formation. Et les entraîneurs, c'est tous des entraîneurs de la génération 2002 qui n'ont rien gagné avec le Sénégal, mais qui se sont formés. Pape Thiaw, Aliou Cissé, l'entraîneur de beach soccer, qui était un ancien joueur aussi. Donc aujourd'hui, c'est une continuité qui se fait à la DTN. Et comme vous l'avez dit, c'est une volonté politique qui L'implication suit derrière. des anciens footballeurs. Oui, Très et c'est une volonté politique qui suit et qui appuie le cheminement ou la feuille de route que vous avez tracée pour arriver aux objectifs. C'est pour ça que je dis, être en finale 3 fois de suite sur une catégorie U20, ce n'est pas le fruit du hasard. On peut l'être une fois et c'est feu de paille, on ne revient plus. Alors que non, là, le Sénégal, ils sont en train de faire... Vous savez, je suis allé sur le site et sur la page officielle de la Fédération sénégalaise de football. J'ai vu les messages de Khalidou Koulibaly, le capitaine de l'équipe A, encourager les U20 avant leur finale. Le sélectionneur Aliou Cissé. Donc, ce qu'il disait, il y a une certaine continuité, même dans la communication. C'est un groupe qui travaille ensemble et c'est toute une chaîne. Ce n'est pas uniquement l'équipe A. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de cette nation. C'est un modèle aujourd'hui du Sénégal? Ah oui, c'est un modèle, c'est un excellent modèle en plus. Moi, à titre de témoignage, ce qu'il a dit, en 2004, quand on a participé au tournoi de Feyenoord et au tournoi de Rosé, eh ben, parmi eux, Sid Ahmed. Il y avait Sid Ahmed, il y avait Baramela, il y avait le gardien Najib Roul, il y avait Bousfiane. Ces 4 joueurs. Mais beaucoup se sont perdus. Ces 4 joueurs. Parce que vous passez d'une catégorie à une autre. Ces 4 vous joueurs parlez de la étaient dragués carrément par Vitesse Arnhem, par Feyenoord, et par Rotterdam et par l'Espagnol de Barcelone. Très bien. Malheureusement, les joueurs n'ont pas été laissés pour aller faire une carrière. Mais ils se sont perdus, ces joueurs. Ils se sont perdus parce qu'ils sont restés dans notre football, malheureusement. Il faut le dire. Ou dans le même temps, il y a eu une mauvaise prise en charge de la carrière. Boussoufiane, mais Boussoufiane, moi quand je parle de Boussoufiane, c'est un super talent. Ce gars-là, il aurait dû faire... C'est un Brésilien d'Afrique. Il aurait dû faire toute autre carrière. Or, il s'est complètement perdu. Ouais. Malheureusement. Mais c'est la prise en charge après. C'est la prise en charge. L'environnement, prise en charge au niveau du club. Donc vous dites le modèle, mais ça demande l'implication également des anciens footballeurs. Oui, à une seule condition. Les gens qui ont de niveau pour être pouvoir former, être formé et informé. Être formé pour former. Pour former. Parce qu'aujourd'hui, si on donne des diplômes, on n'aide pas l'éducateur ni l'entraîneur. Ni le joueur d'ailleurs. Ni le joueur. Mais si on le ramène, on lui donne une attestation pour travailler, et on le forme n'importe comment, de quelle manière, pour qu'il arrive à donner ce qu'il pourra donner autant qu'ancien joueur, là, on pourra former des éducateurs et des entraîneurs. Mansour Loum a schématisé un petit peu le fonctionnement, mais vous avez également, ce qui donne le là, c'est la direction technique nationale. Oui, clairement. C'est elle qui donne le cap. Et, où est-ce qu'on doit aller, qui trace le cap. À leur tête, le président de fédération, Mamadou, souvenez-vous, il y a eu une déclaration pendant le CHAN, et le président avait déjà
parler de U20 et de U17. Donc ils savent où ils vont. Il y a une feuille de route, elle est suivie. Et elle est respectée. Et elle est respectée. Voilà. Merci Sidi Ahmed Khadis, merci Merci à Mohamed vous. Mihoubi, Grand plaisir. merci à vous également de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous dis au revoir, bonne soirée et à la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.